Bienvenue à tous dans Planète Afro, votre rendez-vous de l'actualité culturelle africaine, caribéenne et de ses diasporas. Au menu de cette émission, une écrivaine française puissante dont l'œuvre est à la fois à la croisée de l'histoire et du romanesque, de la mémoire et du combat, Jennifer Richard. Née à Los Angeles d'origine guadeloupéenne et normande, Jennifer Richard a grandi entre Tahiti, Wallis et Futuna et puis vit à Paris avant de poser ses valises à Berlin. Romancière, documentaliste de formation, elle déploie une écriture rigoureuse, politique et souvent bouleversante. Autrice de plus de 8 romans, de 5 livres de jeunesse, ses livres sont peuplés de personnages historiques oubliés, des luttes effacées, des mémoires déniées. Son dernier ouvrage, Contes d'outre-mer, revisite l'enfance et l'imaginaire créole à travers la forme du conte. Jennifer Richard, bienvenue dans Planète Afro. Merci. Quelle présentation. Ah bah oui, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes connue pour vos romans très ancrés dans les faits historiques, très documentés, souvent sombres. Pourtant, votre dernier livre, Contes d'outre-mer, s'adresse à la jeunesse, peut-être, on verra, avec une forme poétique et symbolique. Pourquoi ce choix du conte ? Le choix de la collection du conte ne me revient pas. Les éditions Grasset ont voulu relancer le conte. Donc c'est une collection qui s'appelle La France par ses contes, pour laquelle ils m'ont contacté en me confiant l'outre-mer. Alors comme je leur ai dit, si vous aviez fait appel à quelqu'un d'autre que moi pour l'outre-mer, mais j'en aurais été écœurée. Parce que l'outre-mer, c'est moi. J'ai de l'eau de mer qui coule dans mes veines, si vous voulez. Donc j'aurais vraiment très mal vécu de voir un autre nom sur ce livre-là. Ouais. Pour vous, c'était évident. Et comment vous avez réussi à marier l'imaginaire avec votre exigence de documentaliste, justement ? Les contes sont toujours transmis oralement, vous savez. Le problème de certains de nos territoires, c'est que l'oral n'est pas forcément lié à notre langue officielle. Donc, parfois, ça n'est pas traduit et on n'a pas de traces des contes polynésiens, par exemple, ou des contes kanaks. Donc, j'ai eu très peu de traces. Je suis allée chercher des noms de personnages, des destinées, et ensuite, moi, j'ai pu retracer des histoires et des contes vraiment entiers en fondant non seulement mes histoires sur ce que j'ai vécu moi. Donc c'est doublement psychanalytique, si vous voulez. On va dans des territoires reculés, dans l'imaginaire, et en plus, c'est lié à mon enfance et à ma jeunesse. Cette enfance, parlons-en justement. Vous avez grandi entre plusieurs territoires, la Californie, le Pacifique, puis la France, après l'Allemagne, on l'a vu. En quoi cette enfance multiculturelle sur plusieurs océans, entre plusieurs territoires, en quoi ça nourrit votre manière d'écrire le monde ? Je pense que ça nourrit en tout cas une façon de voir le pays un peu différent, parce que je suis née aux États-Unis, et ensuite les premiers territoires français que j'ai découverts, c'était la Polynésie, avec Tahiti, puis Wallis. Donc moi, quand j'étais petite, j'entendais parler du roi, le Lavellois. Pour moi, le gouvernement de l'île, c'était le roi, la royauté, avec ses ministres, et le clergé aussi très important. Donc l'approche de la France, elle s'est faite comme ça. Et plus tard, je suis arrivée à Paris, où j'ai vu que c'était toute autre chose, plus austère. Mais ça nourrit un imaginaire, ça nourrit aussi une approche de la politique et de la citoyenneté qui est très différente. Et un imaginaire, en effet, galopant. Enfin, quand vous vivez sur Wallis, une toute petite île entourée par l'océan, c'est autre chose, c'est sans fin. C'est-à-dire que la terre et la mer, pour moi, sont très liés. Dans tous les récits que vous partagez avec nous, ce regard entre deux donne un regard assez intéressant et alors une sensibilité particulière sur les récits oubliés. J'ai envie aussi de vous parler, parce que votre actualité est riche, Jennifer Richard, de cette œuvre-là, de cette œuvre de jeunesse sur Martin Luther King, avec... alors, vous avez écrit une biographie de Martin Luther King du point de vue de Malcolm X. Je trouve que c'est absolument brillant, comment est née cette idée très originale. L'idée, en effet, c'était d'être original. En fait, quand vous écrivez une biographie de Martin Luther King en 2025, comment faire... Tout a déjà été dit. Voilà, tout a été dit. Enfin, c'est pas moi qui vais apprendre des choses... Quoique, l'idée, donc, c'était d'avoir une voix originale. La voix originale, c'est ce Malcolm X qui, lui, est déjà mort et qui s'adresse depuis l'au-delà à celui qui va mourir. 3 ans après lui. 3 ans après, au même âge. Au même âge, et pour les mêmes raisons. Ouais. Et ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est qu'on a en tête I Have a Dream. On a ce magnifique discours en tête qui, pour beaucoup, est le seul ou le plus beau. Pour moi, ce n'est pas celui-ci. Pour moi, son plus beau discours, c'est Beyond Vietnam, en 1967, le 4 avril 1967. Un an avant. Un an avant son assassinat.
Et pour moi, il y a une signature là. Il signait son arrêt de mort le 4 avril 67 avec ce très beau discours sur la guerre du Vietnam et le bellicisme de son pays. Et d'ailleurs, c'est très documenté. On apprend par exemple, au hasard, qu'il a mangé des chips. C'est très très précis, Jennifer. Vous savez des chips allumettes. Je lis, présente une boîte de chips allumettes qu'elle sait dont il a toujours besoin juste avant. Donc c'est toujours très documenté. Et je pense que j'ai retrouvé la marque de ses chips préférés. Alors là, vous allez trop loin. Et oui, et ça, je pense que c'est très important parce que ça lui rappelait sa grand-mère. Ah ouais. Et voilà, ce genre d'information, ça met un peu de peps. Ah, je suis tout à fait d'accord. On est dans le salon avec lui à manger les chips allumettes. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous espérez transmettre à la jeunesse afro-descendante avec un récit pareil, justement? J'aimerais en fait leur montrer que la lutte de Martin Luther King, comme celle de Malcolm X avant lui, enfin quasiment concomitamment, n'est pas uniquement liée à la race. Et que le problème des États-Unis, comme ces deux personnages l'ont compris à leurs dépens, c'est la violence en général. Et qu'elle s'exerce évidemment en priorité sur des personnes qui sont fragilisées économiquement. Il se trouve que ce sont les Noirs aux États-Unis, aujourd'hui les Latinos également. Mais ça n'est pas la seule lutte. Donc en fait, ce que j'essaie de montrer aux jeunes, avec tous mes livres d'ailleurs, c'est qu'il faut s'unir tous, en fait. Et c'est ce qu'ont essayé de faire Malcolm X et Martin Luther King. Et là, ils sont devenus très dangereux. Quand ils ont dit, on va tous s'allier. Et la dernière campagne de Martin Luther King contre la pauvreté, et non contre le racisme, c'était inclus dedans, contre la pauvreté, allait faire bouger le pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de toutes les classes défavorisées. Je recommande aussi également Martin Luther King, mon meilleur ennemi. Parlons d'un autre livre à vous, parce que décidément, vraiment, c'est votre émission, Jennifer Richard. Notre royaume n'est pas de ce monde. Vous mettez en lumière, on reste aux États-Unis, la lumière de Ota Benga, pygmée exposé dans un zoo américain au début du XXe siècle. Comment vous avez travaillé ce récit et quel parallèle vous avez fait avec l'exhibition humaine d'ailleurs? Vous aurez compris, en fait, avec ces deux livres, que je suis très attirée par ce qui se passe depuis l'au-delà et ce qu'il se passe. Oui, globalement. quand un rebelle, un dissident, sait, avant d'engager le combat contre son gouvernement, qu'il va mourir. Et en fait, dans Notre royaume n'est pas de ce monde, je mets en place... Ota Benga s'est suicidé en 1916, après avoir été exposé aux eaux du Bronx avec les singes. Et avant cela, à l'exposition universelle de Saint-Louis, en 1904. Traumatisé, bien sûr, par sa vie. Mais je le fais inviter toutes les personnalités politiques, intellectuelles qui ont été assassinées pour leurs idées anti-impérialistes. Ça fait du monde. Je recommande aussi vivement, évidemment, Notre royaume n'est pas de ce monde. Je ne sais pas si vous connaissez toute autre chose, on parle d'art. Et d'ailleurs, est-ce que finalement, une image peut dire beaucoup plus qu'un récit. Je ne sais pas si vous connaissez John Madou, artiste nigérian, qui fait dialoguer l'Afrique et l'Occident, des motifs ouest-africains avec des coups de pinceau à la Van Gogh. Allons à présent à Amsterdam, où le musée Van Gogh accueille pour la toute première fois un artiste africain. Voilà. Et comme nous le raconte Clémence Valère. Revisiter les œuvres de Vincent Van Gogh à travers le prisme ouest-africain, c'est le défi lancé par l'artiste John Madou. En 3 mois, le peintre nigérian a créé 10 tableaux mettant en scène des éléments phares de 7 œuvres de l'artiste néerlandais, mais à sa sauce. Ainsi, la célèbre chaise en bois de Van Gogh devient à travers le pinceau de John Madou une chaise en plastique blanc et l'autoportrait se mêle à l'histoire diasporique. Je voulais vraiment rendre hommage à ce maître que j'adore. J'ai donc pensé qu'il fallait que les traits, les coups de pinceau et le thème des couleurs se rejoignent pour que l'ensemble se fonde parfaitement. De cette manière, les œuvres ne feraient qu'une. L'exposition Peinte en chemin a été lancée à l'initiative des Veiled Breakers, les recadreurs. Un groupe de jeunes adultes dont l'objectif est de rendre le musée Van Gogh plus ouvert à la diversité dans ses expositions comme dans son accessibilité. Nous étions très enthousiastes car pour moi en particulier, c'est une sorte de représentation que de voir un artiste africain représenté dans un musée comme celui-ci. Si ce n'est pas la première fois que l'artiste nigérian établit un dialogue entre ses œuvres et celles d'artistes occidentaux, cette exposition marque la première fois qu'un artiste africain est mis à l'honneur au musée Van Gogh. Alors, ça vous a inspiré, Jennifer Richard? Bien sûr, mais toute forme d'art peut exprimer énormément de choses.
énormément de choses. Alors, votre passé de documentaliste, j'ai l'impression d'ailleurs que ce n'est pas un passé, c'est quelque chose que vous gardez en vous. Ça transparaît dans vos romans, dans cette exigence de documenter les faits, d'avoir des faits historiques extrêmement vérifiés. Je me demandais, est-ce que pour vous, par exemple, la littérature peut réparer ce que l'histoire a tout simplement oublié ? Ça arrive, je ne vais pas vous citer quelques cas là, qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais oui, on a quelques cas de littérature qui peut avoir un effet performatif dans le droit de son pays. C'est assez rare, mais c'est suffisamment possible pour qu'on essaie, en fait. Au moins on soit présent. Et je pense qu'on doit être témoin, en fait. On est témoin de ce qu'on voit, plus ou moins. Chacun a une forme d'art particulière. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire jusqu'à présent, c'est de témoigner de ma vision des choses, de ce que j'ai appris, compris de l'histoire, des gouvernements, de l'action des gouvernements différents, avec un passé intime. Ouais. J'essaie de mêler ça. Merci beaucoup, Jennifer Richard, d'être venue sur ce plateau. Merci pour vos mots puissants, cette capacité à fouiller l'histoire et à faire émerger des voix, des résistances et des beautés oubliées. Vous êtes une conteuse du réel et une gardienne des luttes. Merci beaucoup. On retrouve Contes d'outre-mer publié chez Grasset et Martin Luther King, Mon meilleur ennemi, Albin Michel, en librairie. 2 ouvrages à lire en famille et à transmettre. C'est pas que pour les jeunes, moi je maintiens. Et on attend avec impatience votre prochain roman, évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur Planète Afro. Et pour finir cette émission, un hommage vibrant à une œuvre majeure de la littérature africaine, Allah n'est pas obligé, d'Amadou Kourouma, adapté pour la première fois en film d'animation. C'est le réalisateur franco-libanais Zaven Najar qui donne vie au jeune Birahima ivoirien qui, se rendant au Libéria, devient enfant soldat malgré lui, perdu entre fétiche Kalachnikov et illusion d'adulte. Un drame visuellement percutant en compétition au Festival international d'animation d'Annecy. À voir absolument. Voilà. C'est loin encore. On arrive quand? On vient à peine de partir. On va encore marcher un petit moment, c'est ça l'aventure. Je suis un grand aventurier. Je cours, je saute, je vole. Tout ce que tu veux. Ah bon? Et t'as vu quoi alors? Abidjan? Conakry? Dakar? Moi j'ai vu tout, partout. C'est bien. Moi j'ai vécu à Paris, en France. Paris? C'est où ça? C'est loin. Il fait trop froid là-bas, j'ai quitté. En plus, il y a toujours quelqu'un pour t'emmerder dès que tu fais des affaires. Moi, j'aime bien emmerder les gens qui sont méchants. Ça fait du monde à emmerder, ça.